Bonjour tout le monde, bienvenue à Procure on parle, ce webinaire qui vous revient à chaque semaine les jeudis à 16 heures. Et nous avons jusqu'à maintenant eu l'occasion d'aborder différents thèmes autour, évidemment, de ceux qui sont intéressés par le cancer de la prostate. Mais oui, c'est notre cible de rejoindre tous ces gens qui, d'une façon ou d'une autre, sont liés au cancer de la prostate, soit après une opération ou avant, ou enfin qui sont inquiets par une certaine problématique autour du cancer de la prostate. Mais on peut difficilement passer à côté du fait que par les temps qui courent, il y a une situation très anxiogène, c'est-à-dire le COVID-19, le coronavirus, et ça peut affecter grandement le thème de notre journée, de ce jeudi, de ce webinaire, c'est-à-dire le sommeil. Et pour en parler avec nous, nous avons une chercheuse, nous avons quelqu'un qui s'intéresse au sommeil depuis de nombreuses années. En l'occurrence, il s'agit du docteur José Savard, à qui je souhaite la bienvenue. Docteur Savard, bonjour. Bonjour. Docteur Savard, j'aimerais, avant que l'on aborde tout ça, ce thème-là et ce qui en découle, que vous nous racontiez un petit peu ce que ça mange, quelqu'un qui fait de la recherche en sommeil. Vous êtes à Québec, vous êtes à l'Université Laval. Alors, quel est votre centre de vie, votre centre d'intérêt, quoi? Ben, moi, je m'intéresse aux aspects psychologiques liés au cancer, notamment depuis 1997, j'étudie l'insomnie associée au cancer parce que c'est un problème qui est plus prévalent chez les personnes atteintes de cancer que dans la population en général, pour différentes raisons, que ce soit des raisons psychologiques ou biologiques, si on parle par exemple de l'hormonothérapie en contexte de cancer de la prostate. Donc, mes études ont porté sur pourquoi c'était aussi prévalent, puis aussi et surtout sur le traitement, comment on peut faire pour améliorer le sommeil. D'accord. Mais maintenant, il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a une situation anxiogène maximum, si on veut, autour de la COVID-19. J'imagine que ça ajoute de l'huile sur le feu, si vous me passez l'expression. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on n'a pas encore de données de recherche à savoir à quel point les problèmes de sommeil sont plus fréquents présentement, mais on en aura éventuellement. Dans mon équipe, on est en train de faire une étude d'ailleurs où on a des prises de mesures avant la pandémie, on en a pendant, puis on en aura après. Donc, ça va nous permettre de savoir si l'insomnie, mais aussi la dépression, l'anxiété ont augmenté durant la période de pandémie, puis on s'attend effectivement que notamment le sommeil soit beaucoup plus perturbé. C'est ce qu'on entend en clinique, c'est ce qu'on entend un peu partout, que les gens dorment moins bien dans cette période-ci. C'est normal parce que l'anxiété, mais aussi la déprime, ce sont vraiment des ennemis du sommeil. Ça fait en sorte que c'est plus difficile de s'endormir, on se réveille plus souvent la nuit également. Quand on se réveille, bon, on a tendance à tomber dans des inquiétudes, puis on a matière à s'inquiéter plus qu'habituellement, présentement. Donc, c'est sûr que c'est une période propice pour des difficultés de sommeil, malheureusement. Malgré nous, on est abonné, on est scotché à nos téléviseurs et on est nos radios, nos différentes stations de radio. Et on ne peut pas aborder un sujet sans que automatiquement ça tombe sur le coronavirus ou sur le COVID-19. Oui. Est-ce qu'on est trop là-dedans? Est-ce que le fait d'être beaucoup là-dedans, est-ce que ça engendre des problèmes de sommeil? Oui, et pour deux raisons. D'abord parce que le trop-plein de nouvelles, ben, ça garde notre cerveau actif, ça maintient aussi notre anxiété. De sorte que si on regarde les nouvelles en fin de soirée puis qu'on s'en va directement au lit, notre cerveau, il continue à mijoter toutes ces mauvaises nouvelles-là. Donc, pour cette raison-là, c'est sûr que de regarder les écrans, c'est néfaste, mais regarder les écrans comme tels aussi, ça l'est. Notamment quand on utilise des tablettes ou des téléphones cellulaires, où là, la lumière bleue, on le sait de plus en plus, c'est de plus en plus documenté que c'est néfaste pour le sommeil. Et on les apporte au lit avec nous. Oui, oui. Alors ça, c'est vraiment une très mauvaise habitude qu'il faut changer parce que il faut absolument réserver le lit pour le sommeil et les activités sexuelles sont la seule exception, mais il faut vraiment que le lit et la chambre à coucher, ce soit un signal pour le cerveau que c'est le temps de dormir.
Alors que si on amène les mauvaises nouvelles avec nous au lit, ben, on ne sera pas capable de s'en dégager quand ça va être le temps de tomber endormi. Qu'en est-il de la lumière bleue que vous évoquiez il y a quelques instants? Ouais. Ben, c'est ça, c'est en fait ça pourquoi ça a un effet néfaste sur le sommeil, c'est que ça inhibe la sécrétion de mélatonine, qui est notre hormone du sommeil. C'est l'hormone naturelle qu'on a dans notre corps, qui est sécrétée, elle, quand on est dans l'obscurité. Alors, c'est pour ça que c'est important, en milieu de soirée, fin de soirée, de commencer à baisser l'intensité des lumières et de diminuer notre exposition à la lumière bleue, comme celle des tablettes et des cellulaires, pour faciliter cette augmentation de la sécrétion de mélatonine qui va nous aider à nous endormir. Moi, j'ai une foule de questions à vous poser autour du soleil. Il y a aussi des gens qui écoutent en ce moment qui aimeraient poser des questions et je les invite à le faire. Oui. Euh, sur la page de procure.ca, vous n'avez qu'à aller dans les questions et réponses et écrire votre question. Et si vous voulez le faire par le courriel, vous adressez ça tout simplement à info@procure.ca. Maintenant, je disais que j'avais plein de questions à vous poser, José. Il y en a une ici qui vient de quelqu'un qui nous écrit: depuis le confinement, je fais des siestes, je dors facilement 8 heures par nuit, quand même, c'est bon. Oui. Et au réveil, je suis plus fatigué et épuisé même qu'à l'habitude. Pourtant, je n'ai pas le sentiment d'être malade. Alors pourquoi? Oui. Ben, c'est sûr que c'est difficile d'établir exactement pourquoi cette personne-là ressent de la fatigue, mais je dirais deux choses principalement. La première, c'est que ben, la fatigue, ça peut être associé à beaucoup d'autres choses qu'une bonne qualité de sommeil. Donc, il se pourrait très bien que cette personne-là ressente de la fatigue pour d'autres raisons. Puis on sait que la fatigue, c'est un symptôme aussi, ou si on veut, un signe qui accompagne souvent la déprime, puis également l'anxiété. Donc, il se pourrait très bien qu'on se sente fatigué au réveil, puis durant la journée, même si on a un sommeil qui est récupérateur. L'autre chose, c'est que je voyais dans cette question-là, c'est le fait que la personne dit faire des siestes durant le jour. Les siestes, c'est assez difficile d'avoir une recommandation uniforme pour tout le monde, mais pour les personnes qui ont des difficultés de sommeil, les siestes ont plutôt un effet néfaste. Et c'est peut-être le cas ici, parce que notamment quand les siestes sont prises tard dans la journée, elles vont être caractérisées par du sommeil profond. Et c'est comme si ce sommeil profond-là était retranché du sommeil profond qu'on doit normalement retrouver durant la nuit. Alors, ça va rendre le sommeil de la nuit plus léger et ça peut expliquer le sentiment de fatigue au réveil puis dans le reste de la journée. Donc, il y a une situation de cause à effet, si je comprends bien. Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, les siestes sont plutôt néfastes. C'est sûr que pour les gens qui sont des bons dormeurs, puis que le fait de faire des siestes n'interfère pas avec le sommeil de la nuit, ça va, même que ça a été documenté comme ayant des effets positifs sur l'attention, la concentration au travail, des très courtes siestes, par exemple des petits 10 minutes, 15 minutes. Là. Mais généralement, ce qu'on retrouve, c'est des siestes qui sont un peu trop longues. Puis nous, notre recommandation, c'est si une sieste est nécessaire, c'est de le faire avant 15 heures et pour une durée qui n'excède pas 60 minutes. C'est un peu comme les chats. Les chats ont cette facilité de s'endormir. Ils peuvent dormir profondément pendant une demi-heure, puis après ça, ils sont corrects. Oui, oui. Oui. Il appelle en anglais, il y a ça des cat naps. Oui, mais eux, ils ont un rythme circadien qu'on appelle ou un cycle éveil-sommeil différent du nôtre. Puis nous, jusqu'à 18 heures par jour. Oui, c'est ça. Exactement. Mais ce que vous recommandez, s'il y a une petite sieste à prendre de maximum d'1 heure, oui. Préférablement peut-être un peu plus court, 45 minutes, une demi-heure. Le plus court possible, en fait. Ce serait avant 15 heures l'après-midi. Oui, oui. Bon, alors est-ce que c'est recommandable après avoir, par exemple, pris son lunch? On a mangé sur l'heure du midi, et puis là, tout à coup, on va s'asseoir, on écoute le Premier ministre, et puis tout à coup, on s'endort. Oui. Parce qu'il est plate, là, nécessairement. C'est juste parce qu'il y a quelque chose dans mon corps qui fait que quand j'ai mangé,
ça m'envoie un signal que je suis peut-être trop bourré ou je ne sais pas trop, puis je m'endors. Bien Oui, mal. oui, en fait, juste une petite précision là-dessus, c'est qu'on l'associe souvent au repas, cette somnolence-là qu'on ressent dans le milieu de l'après-midi ou en début d'après-midi. Sauf qu'elle n'est pas vraiment liée au repas qu'on va prendre. C'est vraiment un moment dans la journée où notre température corporelle naturellement diminue. Puis, notre corps est comme ça. Quand la température corporelle diminue, la somnolence augmente. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on retrouve souvent avant d'aller au lit, où là aussi, notre température corporelle va descendre. Ça nous aide à nous endormir. Donc, c'est simplement notre rythme biologique qui est fait comme ça. Alors, il ne faut pas Et, surprendre. pardon? Il ne faut pas se surprendre si à son réveil, après une sieste, on a un peu froid. On a le sentiment qu'il faudrait aller Oui, un chandail. oui, oui, tout à fait. Oui. Dites-moi, l'apnée du sommeil, Mhm. est-ce que c'est fréquent? Moi, j'entends de fois de temps en temps quelqu'un qui dit, bon, ben, moi, je connais quelqu'un qui a l'apnée du sommeil. Est-ce qu'il y a plus de gens qui ont l'apnée du sommeil qu'on pense? Oui, c'est vraiment un problème qui est sous-diagnostiqué. Les gens ont tendance à banaliser les ronflements. Et c'est sûr que tout ronflement n'est pas apnée du sommeil, donc il faut quand même faire attention non plus de ne pas verser dans le surdiagnostic. Mais l'apnée du sommeil comme telle, il faut s'en préoccuper parce que ça a des conséquences vraiment néfastes sur la santé. Ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires notamment, donc c'est important de bien le détecter. C'est que l'apnée du soleil du sommeil, si seulement ça pouvait nous amener du soleil. Qu'est-ce que c'est au juste la définition de l'apnée du sommeil? Ça ressemble à quoi? C'est caractérisé par plusieurs symptômes, mais en fait, quand on soupçonne souffrir d'apnée du sommeil, il faut vraiment aller passer une évaluation en laboratoire qu'on appelle la polysomnographie, qui va vraiment permettre de détecter s'il y a des pauses dans notre respiration quand on dort. C'est vraiment ce qui est problématique, là, puisque le partenaire de lit est susceptible de remarquer, c'est-à-dire que la personne ronfle, fait du bruit, la respiration s'arrête, la personne s'étouffe, puis ensuite la respiration reprend. Et toutes ces pauses-là sont néfastes pour le cœur notamment et sont détectées par cette polysomnographie-là qui est faite en laboratoire. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas diagnostiquer sur la base des symptômes, mais il y a d'autres symptômes qui sont typiques aussi, comme le fait d'être très somnolent durant la journée, de s'endormir un peu n'importe où en regardant la télé ou au volant ou durant un trajet de train. Donc, c'est des gens qui ont tendance à s'endormir un peu partout parce qu'ils n'ont pas un sommeil qui est réparateur. Mais dans le pire des cas, est-ce que l'apnée du sommeil peut entraîner la mort? Oui, ça peut. Ça peut, à force de l'accumulation de nuits comme j'ai décrite, peut effectivement augmenter le risque de mortalité. Il est mort dans son sommeil. Il n'y en a pas eu comme C'est-à-dire que ça augmente le risque de maladies cardiaques qui, elles, peuvent entraîner le décès. Bon, il y a beaucoup de sportifs, hein, puis là, on vient de décloisonner, on va pouvoir jouer au golf et tout ça. Et il y a des gens qui vont se remettre à faire de la course à pied, faire du jogging, aller sur les plaines à Québec, sur le Mont-Royal ici, ou le parc La Fontaine. Est-ce que c'est recommandé de courir en soirée après avoir soupé, après avoir digéré un peu? Là, on s'en penche ces trucs, puis on s'en va faire une heure de course. Est-ce que c'est bon ou c'est néfaste pour le sommeil? L'activité physique, on a de plus en plus de données de recherche qui indiquent que ça a un effet bénéfique sur le sommeil. Ça, c'est sûr. Par contre, le mieux, c'est d'essayer d'éviter d'en faire dans l'heure ou les 2 heures qui précèdent le moment où on s'en va au lit, parce que ça active énormément notre corps. Puis tantôt, je disais qu'une chose qui facilite l'endormissement, c'est la baisse de température de notre corps. Alors, si on fait de l'activité physique, ça a l'effet inverse. Ça va augmenter notre température corporelle. Et le temps que ça va prendre pour que ça redescende, bien, ça risque d'amener un délai dans notre endormissement. Donc, ça va nous prendre plus de temps à nous endormir. Alors, il faut éviter d'y aller juste avant d'aller au lit. Mais sinon, tout le reste de la journée, c'est vraiment excellent. Particulièrement le matin, je dirais, l'exposition à la lumière naturelle
le matin, c'est particulièrement bénéfique pour régulariser le cycle éveil-sommeil. Donc, ça, c'est un autre conseil qu'on peut retenir là, pour améliorer son sommeil. On se lève, on s'en va à l'extérieur, soit faire du jogging ou une marche, puis c'est très bénéfique. Il y a des lampes qui, pour les gens qui font des dépressions, qui sont suggérées, c'est une lampe qui émet, qui irradie. Je ne sais pas exactement scientifiquement ce que ça fait, mais je me demande si ça peut aider ou si ça peut nuire à un sommeil réparateur. Oui. Ça, il y a quelques études qui ont commencé à regarder les effets de la luminothérapie sur le sommeil. Ce qu'on remarque dans les données actuelles, mais il n'y a pas de grosses études qui ont été faites encore, mais ça semble en fait améliorer la fatigue. Sur le sommeil, les effets ne sont pas si évidents encore. Puis si on s'expose à de la luminothérapie comme ça, il faut le faire le matin, souvent dans l'heure qui suit le lever, parce que c'est sûr que si on fait ça en soirée, ça va avoir l'effet inverse. Ça va nous activer, puis ça va nous empêcher de bien dormir. Donc, si on le fait, c'est vraiment le matin. Revenons au sport. On est allé faire notre jogging, on a fait moins d'une heure, 10 kilomètres. On est très fiers de ça. Et on rentre à la maison, il est 10 heures, 10h15. Là, on saute dans la douche. Est-ce que je prends une douche chaude, une douche froide? Qu'est-ce qui va aider pour que j'ai un sommeil à la fois assez rapide et réparateur? Si c'est n'importe quand durant la journée, ça a peu d'impact. Par contre, si c'est en soirée, qu'on revient faire de l'activité physique, il faudrait que la douche soit tempérée, je dirais, ou froide, quoique c'est plutôt désagréable, mais pas trop chaude. De la même façon qu'on ne recommande pas non plus de prendre des bains chauds dans l'heure qui précède le coucher, parce que c'est encore une fois une question de température corporelle. On veut que la température diminue. Alors, il faut lui laisser le temps au corps d'arriver à cette baisse de température. Parce que moi, une douche froide, vous oubliez ça, là. Et je suis dans cette situation-là. Mais le matin, si on va courir le matin, une douche froide, après, c'est bon, ça nous vit. Tu sais, on a l'énergie. C'est sûr. Oui. Dites-moi, la mélatonine, moi, j'en ai déjà pris un petit peu, ça a eu plus ou moins d'effet. Mm-hmm. Je sais qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour le sommeil, qui en prennent régulièrement. Est-ce que c'est une bonne chose? Il y a peu d'études qui ont été réalisées sur les risques associés à la mélatonine. Donc, j'aurais tendance à dire que les données actuelles nous indiquent que c'est, somme toute, sécuritaire parce qu'on n'a pas vu de risque encore majeur associé à ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est plus ou moins efficace pour l'insomnie. C'est pas vraiment, ça agit pas comme un somnifère. Ça induit pas de la somnolence qui, elle, va amener un endormissement rapide. Donc, c'est dans la gamme des produits naturels qu'on va retrouver la mélatonine. Et puis, c'est surtout utile pour le décalage horaire, pour nous permettre de retrouver un bon cycle éveil-sommeil quand on voyage, ou encore chez des gens qui ont ce qu'on appelle des troubles du rythme circadien, donc qui ont un horaire de sommeil qui n'est pas bien aligné sur la société. Vous allez dire en français, s'il vous plaît. Pardon? Vous auriez des risques, je vous demanderais de traduire, c'est-à-dire de sortir du langage scientifique un petit peu. Oui. Ben, on ne sait pas en fait si ça a des effets négatifs encore, la mélatonine. C'est beaucoup utilisé chez les enfants et adolescents qui ont un déficit d'attention. Encore là, on n'a pas assez de données présentement pour dire est-ce que ça peut avoir des effets néfastes. Moi, je dirais, si c'est efficace pour vous, continuez. Mais en général, comme je le disais, pour l'insomnie, ce n'est pas un traitement qui est très efficace. Puis l'autre chose qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas, comme c'est dans la gamme des produits naturels, c'est pas un produit qui est réglementé. Alors, ça veut dire que si on prend 10 mg d'une sorte, ça ne veut pas dire que ça va être la même chose si on prend 10 mg d'une autre sorte. Ça ne s'équivaut pas nécessairement. Donc, il faut juste faire attention à ces choses-là. Mais si c'est bénéfique, pourquoi pas? On peut faire de façon permanente. On le fait pour une période de temps. On passe peut-être par un mauvais coton, comme dirait l'autre. Et Oui. sur le plan psychologique, sur le plan moral, on a le. Bon.
on peut poursuivre pendant combien de temps à prendre ce genre de pilules pour dormir? Des soins Oui. naturels? Oui, ben, pour les produits naturels, on n'a pas, il n'y a pas de limite. On n'a pas, on n'a pas de données qui nous indiquent qu'on devrait limiter notre utilisation. Pour les somnifères qui sont prescrits, par contre, s'ils sont utilisés de façon occasionnelle, donc quelques nuits par semaine, qu'on dépasse pas, qu'on n'arrive pas à une utilisation quotidienne, ça va. On peut continuer comme ça pendant bien longtemps. C'est vraiment l'utilisation quotidienne qui est problématique. Puis la recommandation pour ça, c'est de limiter à 4 à 6 semaines quand on le prend tous les jours. Comme un traitement. Oui, Finalement, c'est comme un traitement. oui, c'est ça. Pour ne pas tomber dans les excès, puis il faut faire attention. Il faut rester à Oui. l'écoute de son corps, puis consulter, évidemment. Oui, c'est ça, consulter. Idéalement, le traitement de choix pour l'insomnie, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale. Et ça, c'est les psychologues, les psychothérapeutes qui sont capables d'aider les patients dans cette démarche-là. Est-ce que notre médecin de famille peut nous diriger dans ce sens-là? Oui, oui, certainement. Oui, oui, c'est de plus en plus connu, oui. Je comprends. Je comprends. Mm. Tout à l'heure, j'évoquais une bonne nuit de sommeil, 8 heures. Est-ce que c'est absolument nécessaire qu'on dorme 8 heures par jour, par nuit? Non, c'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de dormir la quantité de sommeil dont on a besoin individuellement. Puis ce besoin-là, il varie d'une personne à l'autre. Alors, il y a des personnes qui ont besoin de 5-6 heures de sommeil par nuit et sont très en forme durant le jour, alors que d'autres vont avoir besoin de 8-9 heures. Donc, c'est un peu à chacun d'entre nous d'essayer de voir c'est quoi la durée de sommeil optimale pour nous-mêmes. Et ça, on le voit par essai-erreur, c'est-à-dire que si on voit que, par exemple, dans la période qu'on vit actuellement, les gens peuvent avoir tendance à dormir un peu plus tard le matin parce qu'ils ont moins d'obligations au travail. Et ben, ce que ça peut faire, c'est que s'ils dorment trop, ils vont moins bien dormir les nuits qui suivent parce que leur cycle est un peu perturbé. Alors là, ils vont réaliser qu'en dormant trop, un peu comme on le fait durant les week-ends, là, il y a un phénomène qu'on appelle l'insomnie du dimanche soir qui est assez typique où les gens vont dormir plus tard le samedi, le dimanche, mais le dimanche soir, quand on va se coucher, là, on a de la difficulté à s'endormir parce que notre cycle est perturbé. C'est un peu comme si on voyageait à Vancouver à chaque fin de semaine. Comme si on changeait de fuseau horaire à l'intérieur d'une même semaine, mais à chaque semaine. Donc, c'est pour ça que ce phénomène-là existe de l'insomnie du dimanche soir. Donc, tout ça pour dire que par essai-erreur, on est capable de voir c'est quoi la quantité de sommeil dont j'ai besoin pour bien fonctionner, mais qui fait aussi en sorte que c'est assez stable dans le temps. C'est-à-dire que le lendemain, je n'aurai pas besoin de compenser parce que je n'ai pas assez bien dormi, ou l'inverse, je ne serai pas capable de bien dormir parce que j'ai trop dormi la veille. Ouais, il faut prendre ça. Mais en même temps, euh, moi, bon, quelqu'un qui prend régulièrement 1 heure pour s'endormir, des fois plus, euh, ça se rattache à quoi ça? C'est quoi? Ouais. Ben, c'est un problème d'activation, c'est-à-dire on est trop activé, soit physiologiquement, notre cœur bat fort, notre respiration est rapide, donc notre corps est activé, mais souvent aussi c'est notre tête qui est activée. C'est une activation qu'on appelle cognitive. Et tout ça, c'est vraiment, ben, c'est le contraire du sommeil, dans le fond. Hein? Pour être capable de bien s'endormir, ça nous prend un état de détente qui est minimal. Donc, tout ce qui va nous agiter, le corps et l'esprit, ben c'est sûr que ça ne va pas aider. Est-ce qu'on pourrait cibler comme temps que ça nous prend pour nous endormir? Ça prend combien de temps en général? Oui. On considère en fait que l'insomnie se caractérise par le fait d'avoir de la difficulté à s'endormir, de prendre 30 minutes et plus pour s'endormir ou encore d'être éveillé 30 minutes ou plus durant la nuit, au moins 3 nuits par semaine. Donc, ça, c'est la définition du trouble d'insomnie qu'on appelle. Là. Pouvez-vous me répéter ça, s'il vous plaît, doucement pour qu'on comprenne? Oui. Alors, c'est de prendre plus de 30 minutes pour s'endormir ou être éveillé plus de 30 minutes durant la nuit
pour au moins 3 nuits par semaine. Donc, on a de la difficulté, en fait, à s'endormir ou à rester endormi au moins 3 fois par semaine. Ça, c'est la caractéristique principale du trouble d'insomnie. Dans le contexte actuel, les gens sont à la maison beaucoup, les gens regardent beaucoup la télé, les gens s'embarquent sur des plateformes GAFA, c'est-à-dire Netflix et compagnie, Amazon, chouette, nommez-les. Et il nous arrive à l'occasion d'embarquer sur une, c'est mon expression, d'embarquer sur une série qui, on ne peut pas décrocher. C'est comme un livre, on ne peut pas le fermer avant d'avoir fini. Et on passe la nuit blanche. Alors, comment est-ce qu'on se repositionne par rapport à une bonne nuit après une nuit blanche? Oui. On a juste besoin d'une nuit normale après avoir une nuit de privation de sommeil comme celle-là. On n'a pas besoin de rattraper toutes les heures perdues. Donc, souvent, on va avoir une nuit normale, puis après ça, notre cycle va reprendre. Mais c'est sûr que ce n'est pas l'idéal, surtout si on a une vulnérabilité à souffrir d'insomnie. Idéalement, c'est d'avoir un cycle éveil-sommeil qui est très régulier, c'est-à-dire d'aller au lit vraiment pas mal toujours à la même heure, se lever pas mal toujours à la même heure. Et là, ça fait en sorte que le cerveau, quand il arrive au lit, il sait, là, c'est le moment. C'est comme ça, c'est un peu comme la même chose pour l'appétit, si on veut. Hein? On a faim en se levant le matin, on a faim vers midi, on a faim vers 18h, 19h. Ben, c'est un peu la même chose. Ça fait partie du même phénomène. Donc, le fait d'avoir un horaire régulier, ben, ça favorise le sommeil. L'impression, Josée, d'avoir bien ou mal dormi, est-ce que c'est un indicateur comme quoi on a passé une bonne nuit? Pas nécessairement parce que, notamment si on s'est réveillé alors qu'on était dans une phase de sommeil profond, c'est sûr qu'on va avoir en se levant un sentiment de ne pas avoir bien dormi parce qu'on va se sentir un peu le cerveau embrouillé et tout ça. Mais c'est un sentiment qui va pouvoir disparaître au fil de la journée, au fil de la matinée puis de la journée. C'est assez difficile, en fait, de savoir c'est une impression subjective, hein, le fait d'avoir l'impression d'avoir eu une bonne qualité de sommeil ou moins bonne. Donc, c'est plus un jugement global qu'on va porter sur la journée qu'on a par la suite. Est-ce que j'ai senti que je fonctionnais bien durant la journée plutôt que vraiment le sentiment qu'on a tout de suite en se levant le matin, que lui, il peut être assez trompeur. Voulez-vous nous rappeler, Josée, le cycle du sommeil? Je sais qu'il y a une phase initiale, il y a le sommeil profond et tout. J'aimerais ça que vous définissiez pour nous. Oui, alors on a 5 à 6 cycles de sommeil d'environ 90 minutes durant notre nuit. Le premier tiers de notre nuit est surtout caractérisé par du sommeil profond, alors que le troisième tiers de notre nuit, donc vers la fin de notre nuit, là, c'est là où on va retrouver le plus de sommeil de rêve, le sommeil REM. Et c'est là où le sommeil est moins profond à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que souvent, c'est les premières heures de sommeil qui sont les plus récupératrices parce que c'est là où on a le plus de sommeil profond. Le fait je fais une parenthèse, de se rappeler ou non de ses rêves, est-ce que c'est un indicateur d'une bonne nuit de sommeil? Non, non, pas nécessairement. Il y a des gens qui ont une facilité à se remémorer de leurs rêves. Il y en a d'autres qui s'en rappellent jamais de leurs rêves, mais c'est pas... les recherches qui ont porté là-dessus n'ont pas pu identifier vraiment si ça avait une incidence. Souvent, nos rêves, ben, ils sont un peu le reflet de nos inquiétudes durant le jour, mais très déformés. Alors, je pense que c'est quelque chose que j'ai entendu aussi dans une autre entrevue, qu'il y a des gens qui, ces temps-ci, vivent beaucoup des nuits agitées avec beaucoup de sommeil, donc, mais c'est le reflet des inquiétudes qui sont vécues durant le jour, c'est sûr. Il y a plein j'imagine, d'anecdotes autour de ça aussi. Mm-hmm. Qui donnent un sens à leur rêve, une signification à leur rêve et tout. Oui. Ça, on est vraiment dans une autre sphère d'évaluation. Effectivement. Oui, j'aimerais ça que vous me racontiez en 2 mots comment régler le problème de quelqu'un qui se couche, est sur le point de s'endormir, et là, tout à coup, il y a une agitation qui apparaît. Que ce soit dans les jambes, que ce soit dans... Je sais pas, il y a comme une tension qui s'est installée pendant cette petite demi-heure-là.
Est-ce qu'on se lève? Est-ce qu'on va prendre un verre de lait chaud? Est-ce qu'on va prendre une tisane? Oui. Ce qui est recommandé, c'est de rester le moins possible au lit alors qu'on est éveillé. Donc, ça nous arrive des fois, hein, on sent que le sommeil s'en vient, puis là, oups, il nous arrive une pensée, puis comme vous décrivez, là, on devient un peu agité. Si on reste au lit, l'agitation va rester, puis on va finir par tourner d'un bord, tourner de l'autre, puis on devient de plus en plus agité, puis l'agitation, ben, puis le sommeil, ça ne fait pas bon ménage, donc c'est pas bon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que si on est éveillé pour environ plus de 30 minutes, on n'est pas obligé de se chronométrer, là, on est capable, le sentiment subjectif, de l'évaluer. Et aussitôt qu'on se sent agité, c'est un signe que c'est mieux de se lever, d'aller dans une autre pièce et de faire une activité qui est relaxante, de la lecture, par exemple, des dessins. Et de retourner au lit uniquement quand on sent que la somnolence arrive. Et ça, c'est vrai aussi pour le moment où on va au lit en fin de soirée. Donc, on ne va pas au lit nécessairement parce qu'il est 10h30, puis moi, je me couche à 10h30 d'habitude. Il faut attendre de se sentir somnolent. Puis la somnolence, qu'est-ce que c'est? Mais c'est vraiment bâiller, avoir les yeux qui piquent, qui coulent, avoir de la difficulté à garder les yeux ouverts. Donc, c'est les signes qu'on recherche, là, un peu comme on dit, on attend d'avoir faim avant de manger. Bien, avant d'aller au lit, on devrait se sentir somnolent. Donc, c'est un peu la même chose si ça arrive, on va se coucher, on n'est pas capable de s'endormir, on se lève, on attend à nouveau ce signe-là de somnolence avant de retourner au lit. Pour savoir, sur mon chat, il commence à y avoir pas mal d'activités. Oui. Alors, je vais poser une ou deux questions de notre public cible. Est-ce que boire du lait chaud, tiens, le lait chaud revient là, une tisane ou prendre un bain chaud le soir pourrait m'aider à mieux dormir? Et quels sont les aliments à privilégier et ceux à éviter pour bien dormir? Alors, il y a comme deux questions dans une. Oui. Alors, d'abord, abordons le lait chaud, la tisane et le bain chaud. Oui, ben, le bain chaud, on en a parlé tantôt, que ça peut être bien, mais pas dans les 2 heures qui précèdent le coucher. Pour ce qui est des aliments, le lait chaud, il n'y a pas vraiment d'études qui supportent ce lien-là entre lait chaud et meilleur sommeil. Mais bon, si on pense que ça nous aide, on peut continuer cette pratique-là. La même chose pour le thé, mais il n'y a pas d'effet documenté là, dans les recherches. Pour ce qui est des choses qu'on devrait ou non devrait pas manger, il n'y a pas d'aliments non plus qui favorisent le sommeil. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la nourriture grasse ou encore des légumes crus, donc tout ce qui est difficile à digérer, ça peut nuire au sommeil. Donc, il faut essayer d'avoir des collations qui sont légères si on veut manger là, dans la soirée. Est-ce qu'on devrait éviter le sucre, les biscuits avec le verre de lait ou un morceau, une pointe de tarte? Non, je pense pas qu'il faut les éviter. Y a pas, en tout cas, la recherche n'a pas montré d'effet de ces substances-là sur le sommeil. Alors, sur le chat, une deuxième question, cette fois. Sous hormonothérapie et avec un cancer avancé, un sommeil irrégulier avec des réveils aux 3 heures, causés par des bouffées de chaleur et des rêves incessants. Que pourrais-je faire pour améliorer mon sommeil? Oui, bien, c'est sûr que les bouffées de chaleur, c'est un facteur qui fait en sorte que, comme je le disais tantôt, l'insomnie est plus prévalente chez des patients atteints de cancer de la prostate, mais aussi chez les femmes qui sont traitées pour un cancer du sang. Puis, les recherches ont montré que c'était vraiment associé. Là, les bouffées de chaleur sont associées à plus de réveils durant la nuit, ça, c'est sûr. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'on peut limiter les effets néfastes des bouffées de chaleur. Alors, par exemple, des trucs simples, c'est-à-dire d'avoir une température qui est tempérée dans la chambre à coucher. Donc, il faut éviter de surchauffer les chambres à coucher qui vont augmenter les bouffées de chaleur. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, aussi, dans les trucs simples, c'est d'avoir aussi un pyjama ou des draps qui sont en tissu, qui favorisent, qui aident à la transpiration de s'évaporer. Donc, par exemple, du modal, qui est un type de coton là, qui permet de mieux pour la transpiration, pour la faire évaporer. Voyons, j'ai ça. Et pour ce qui est des solutions plus
pharmaceutiques, souvent, il y a des antidépresseurs à faible dose qui peuvent être prescrits pour diminuer les bouffées de chaleur. Puis l'autre élément, le dernier, c'est que en changeant un peu ses habitudes de sommeil avec certaines des stratégies que j'ai déjà dit, c'est-à-dire de ne pas rester au lit si on est éveillé plus de 30 minutes au début et en milieu de nuit, ça peut aider aussi à limiter les impacts des bouffées de chaleur. C'est-à-dire que ça se pourrait encore qu'on ait des éveils qui soient associés aux bouffées de chaleur, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de réduire le temps qu'on demeure éveillé après chacune des bouffées de chaleur. Et puis, j'ai déjà dit que c'était le dernier élément, mais j'en aurais un autre. Ça serait aussi d'essayer de ne pas trop percevoir les bouffées de chaleur de manière catastrophique. C'est-à-dire que si durant la nuit, on a une bouffée de chaleur puis qu'on commence à s'inquiéter par rapport à ça, oh non, ça y est, je suis encore réveillée parce que c'est satané, bouffée de chaleur, je m'en sortirai jamais. Puis là, on a une espèce de discours très très axé, très anxiogène finalement, et ça va faire en sorte qu'on va rester éveillé très longtemps après nos bouffées de chaleur. Donc, essayez de les prendre avec une certaine distance, de se dire, bon, j'ai une bouffée de chaleur, mais je vais me rendormir éventuellement. Ça peut aider aussi d'essayer d'interpréter ça de façon moins catastrophique. J'ai ici une autre question qui nous vient du public. Encore une fois, je suis en hormonothérapie depuis décembre dernier. J'ai eu une injection d'Eligar 45 mg. Depuis ce temps, encore des bouffées de chaleur intenses, des frissons, de la fatigue, particulièrement le soir et la nuit. Il dit, je me couche vers 11h30, m'éveille vers 5h45 du matin avec des chaleurs très dérangeantes. Je fais de la marche tous les jours, le matin, entre 45 minutes et 1 heure. Parfois, je fais une petite sieste de 30 minutes l'après-midi car je me sens fatigué. Comment améliorer mon sommeil? Bien qu'il semble y avoir des réponses dans la question même. Mais en Oui. fait, je vais y répondre. Oui, c'est déjà très bien de faire de l'exercice. C'est très bon aussi pour les symptômes comme les bouffées de chaleur. Il y aurait peut-être la sieste, peut-être que ça aiderait de l'éliminer en fait pour les raisons que j'ai déjà expliquées tantôt, c'est-à-dire de garder notre sommeil profond pour le sommeil de la nuit. Donc, ça pourrait peut-être aider au sentiment de fatigue le matin. Et puis, c'est ça, la fatigue, elle n'est pas, comme je disais tantôt, elle n'est pas nécessairement associée juste au sommeil. Donc, ça peut être aussi de travailler sur d'autres éléments. Est-ce qu'il y a une position idéale pour dormir? Moi, je sais que je dors sur le dos, ça me convient. Oui. Bon, il y en a qui dorment sur un côté, sur l'autre, il y en a qui dorment à plat ventre. Est-ce qu'il y a une position idéale? Non, il n'y a pas de position, c'est vraiment personnel à chacun. Ah oui, hein? Vous Oui. recommandez pas une position en particulier, mais si quelqu'un, par exemple, a des troubles respiratoires ou une certaine condition médicale qui, tu sais, je veux dire, il y a eu, je sais pas moi, des os qui ont été brisés, je sais pas trop quoi, il y a un problème physique. S'habituer à dormir sur le dos quand on n'a pas l'habitude, c'est comme pas évident non plus. Non, Hein? c'est pas facile. Un somnifère? Oui, ça peut être temporairement pour une durée limitée, comme on disait tout à l'heure, un somnifère. Essayer de mieux gérer la douleur aussi. Donc, d'essayer d'avoir vraiment le bon médicament antidouleur. Mais c'est pas facile, là. Ça aussi, c'est une condition, la douleur chronique, c'est une autre condition qui est associée à des difficultés de sommeil. Mais on peut améliorer notre sommeil quand même en ayant un cycle éveil-sommeil régulier, en restant pas au lit éveillé, etc. Donc, Moi, j'aime bien les statistiques. J'aimerais savoir si par catégorie d'âge, on souffre plus ou moins, euh, on a plus ou moins de problèmes de sommeil. non, pas vraiment, en fait. Avec le vieillissement, ce qu'on observe, c'est que le sommeil a tendance à être moins profond. Alors, ça explique qu'on a l'impression de moins bien dormir en vieillissant. Mais la prévalence des difficultés de sommeil, elle est relativement stable avec le temps. Peut-être un peu plus élevée chez les personnes âgées, mais pas de façon si catégorique. Je pense que Alors, tous les âges ont leur défi à cet égard-là. alors, si je comprends bien, plus on vieillit, plus on est sensible à ce qui nous entoure, à l'environnement, ce qui fait en sorte que
notre sommeil peut-être plus léger. Oui, oui, exactement. Puis aussi, ben, chez les femmes, le fait que la ménopause arrive à la mi-cinquantaine, début cinquantaine, ben ça, on peut avoir tendance à conclure que l'insomnie, elle est plus fréquente quand on vieillit, mais en réalité, c'est plutôt les facteurs hormonaux qui sont associés à la ménopause qui font que l'insomnie est là. C'est pas tellement lié au vieillissement comme tel. Et encore une fois, dans vos statistiques, est-ce qu'il y a des grandes différences entre les hommes et les femmes? Vous pouvez mentionner la ménopause, mais outre ça, est-ce qu'il y a vraiment de très grandes... Est-ce que les femmes dorment mieux que les hommes ou Non, vice-versa? c'est l'inverse. Les femmes sont 2 fois plus à risque que les hommes de souffrir d'insomnie. Des raisons qui seraient anxiogènes, selon vous? Des raisons qui sont psychologiques et biologiques aussi. Donc, on a parlé de la ménopause, mais aussi les femmes, on sait qu'elles ont tendance à être plus anxieuses aussi. La prévalence des troubles anxieux est plus fréquente chez les femmes. Puis, on a dit tantôt que l'anxiété, c'est vraiment un élément néfaste pour le sommeil. Donc, c'est probablement ce qui explique la dépression qui est aussi plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Donc, tout ça fait un peu partie du même tableau. René Carte de l'Orbit Cancer de la prostate pour vous poser une question concernant les femmes qui sont enceintes. Est-ce que, parce qu'il y a des femmes qui nous écoutent aussi cet après-midi, est-ce qu'il y a chez les femmes enceintes des troubles qui sont comme on peut reconnaître? Oui, c'est pas une littérature que je connais beaucoup, mais je sais documenter que la grossesse, particulièrement vers la fin, là, c'est associé à des difficultés de sommeil. Mais je pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est une littérature un peu à part. Quelles seraient, en fin de compte, quelles seraient euh, vos recommandations pour quelqu'un qui souffre des, des troubles du sommeil? Et là, je fais abstraction de maladies, je veux vraiment dire en général. Excusez-moi, j'ai été un peu distraite. Pouvez-vous répéter la question? Euh, Si vous pouviez nous décrire quelle serait la situation idéale dans Mhm. votre quotidien pour qu'on puisse avoir un bon sommeil, un sommeil réparateur, en général. En général, euh, bien, c'est de ben, un peu comme je le disais tantôt, je ne sais pas si je réponds à la question, mais d'avoir un cycle éveil-sommeil régulier, ça, c'est vraiment fondamental. Je dirais que c'est la stratégie principale de réserver le lit de la chambre à coucher pour le sommeil et puis de ne pas rester au lit quand on est éveillé. C'est pas mal les grandes lignes. Puis, Alors, quand on a des difficultés de sommeil, euh, de consulter son médecin peut être une bonne première approche pour essayer de déterminer un peu c'est quoi les causes des difficultés de sommeil. Puis lui va être en mesure de puis si vous n'aimez pas l'idée de prendre des somnifères, ben il va être en mesure de vous référer au bon endroit. est-ce que vous préférez les aliments naturels, la médecine naturelle ou on va chez le pharmacien puis avec une prescription? Ouais, ben on a parlé de mélatonine tout à l'heure. Puis sinon, les produits, il n'y a pas d'autres produits naturels, là. Il y en a plusieurs qui ont été étudiés, comme la valériane en particulier, mais il n'y a pas d'effet documenté. C'est vraiment plus des effets placebo. Ça, c'est Encore. le problème avec les produits naturels, hein. C'est les études qui sont incomplètes et on ne peut pas tirer des conclusions. Et les scientifiques ont besoin d'évidence, ils ont besoin de chiffres, ils ont besoin de statistiques. Et voilà. J'ai une dernière question pour vous. Je suis seul. Je me réveille régulièrement le matin avec des maux de tête. Ce serait dû à quoi, selon vous? Je ne prends aucun médicament. Ben, ça pourrait être un symptôme d'apnée du sommeil. Ah, Parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça, c'est un symptôme assez fréquent de l'apnée du sommeil, se réveiller avec des maux de tête. Donc là, on n'a pas beaucoup de détails sur la situation de la personne, mais sinon, je pense que ce serait prudent d'en parler au médecin. Mm. et quelle différence il y a entre les effets sur le sommeil d'un anxiolytique par rapport à un somnifère? Ah oui. Ben, les anxiolytiques, souvent, ils ont une durée d'action qui est plus longue, mais sont moins puissants au départ. Alors que le somnifère, son effet
assez rapidement. L'anxiolytique, va durer plus longtemps, sur toute la journée. Donc, ça peut aider au sommeil, c'est sûr, mais c'est peut-être pas l'idéal. En somme, pour faire sa propre recherche et trouver la solution qui nous convient le mieux compte tenu de ce qui est disponible aussi. Oui. Mais on doit d'abord et avant tout, je crois, et tout à l'heure vous étiez d'accord, en parler avec son médecin de famille, si vous avez la chance d'en avoir un. Oui. Oui. Et si c'est établi que les difficultés de sommeil, parce que des troubles du sommeil, il en existe des dizaines et des dizaines. Là, j'ai parlé principalement d'insomnie, on a parlé un peu d'apnée du sommeil, mais c'est vraiment le médecin qui est capable de faire un diagnostic à cet égard-là, puis ensuite de référer aux bonnes personnes. Mais si c'est un diagnostic d'insomnie qui est posé, à ce moment-là, la meilleure stratégie, c'est d'aller voir un psychologue ou un psychothérapeute qui a l'expertise pour offrir une thérapie cognitive comportementale de l'insomnie spécifiquement. Puis il y en a plusieurs qui s'affichent comme telles, donc c'est assez clair maintenant où est-ce qu'on peut trouver ce genre de service-là. On a eu le plaisir de vous entendre, Dr. José Savard, pendant des 45 minutes, un peu plus. Et j'aimerais peut-être, pour les gens qui sont arrivés pendant que le webinaire était en cours, j'aimerais que vous nous rappeliez un peu ce que vous faites comme travail. Vous êtes à Laval, vous êtes à Québec, vous êtes chercheuse. Qu'est-ce que c'est votre travail au juste? Oui, bien, je suis professeure de psychologie, donc je m'intéresse aux aspects psychologiques du cancer. Je travaille sur la dépression, sur la peur de la récidive, mais particulièrement sur l'insomnie associée au cancer, essayer de comprendre pourquoi c'est si fréquent chez les personnes atteintes de cancer, puis comment on peut améliorer le sommeil, en dépit du fait que le cancer amène des symptômes, les traitements aussi, qui peuvent interférer avec le sommeil. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Vous avez été très généreuse de vos commentaires et de votre expertise. Et je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui ont eu des réponses à leurs questions, même s'ils ne sont pas nécessairement apparus sur notre page du webinaire. Merci beaucoup et passez un bon été. Tiens, Essayons. On va rêver à un été parfait. Merci. Merci, José. Moi, j'aimerais vous inviter la semaine prochaine à une conférence et non pas à un webinaire. Parce que la semaine prochaine, il y aura un webinaire de Procure qui sera présenté jeudi avec les docteurs Elie Antebi, urologue, et docteur Georges Wakil, radio-oncologue, tous les deux à l'hôpital Charles Lemoine. Et cette conférence aura lieu de 19h à 21h, mais vous pouvez, pour tous les détails, aller sur le site de procure.ca. Nous, on va se retrouver dans 2 semaines pour le prochain webinaire de Procure en parle. Ici Winston McQuaid, j'espère que vous allez passer une très belle fin de journée et une bonne soirée. N'oubliez pas de laver vos mains et de mettre un masque. Bon après-midi.